Non, d'abord, commencer par des remerciements et des félicitations, parce que je trouve que voilà, le travail que vous menez pendant ces 2 jours, vous m'entendez pas? Le travail que vous menez pendant ces 2 jours est tout à fait considérable et extrêmement intéressant, et donc voilà, je suis à la fois tout à fait, je voulais vous faire part de ma gratitude et de mon admiration pour ce que vous faites. Alors, d'abord, je voudrais un tout petit peu poser les choses en réaffirmant la nécessité, effectivement, quand on aborde la question de la relégitimation de l'État social, de la poser sur le plan économique. Bien sûr, il y a tout un travail à faire sur la remise en cause du travail de sape idéologique qu'on a pu voir ces dernières décennies, qui s'inscrit, comme Marion Fontaine l'a réexpliqué, dans un héritage plus ancien, autour notamment des notions d'assistanat, de culpabilisation de la pauvreté, et où, face à tous ceux qui subissent, on brandit l'étendard du mérite, de la valeur travail, et où les incitations, c'est toujours pour les uns moins de droits et plus de contraintes, et pour les autres, et je citerai ici Bruno Le Maire dans son nouveau projet d'abaissement de la durée d'indemnisation pour les seniors, des indemnisations chômage pour les seniors, qui a eu cette phrase concernant les entreprises: on peut toujours pénaliser plus les entreprises, mais si on veut développer l'activité, il me paraît bon de les soutenir. Donc d'un côté, culpabilisation, pénalisation, et de l'autre, soutien, attention, etc. Donc, ce travail est indispensable, et j'ai vu avec plaisir l'intitulé de table ronde d'hier qui prenait le sujet à bras-le-corps, et donc je m'en réjouis. Mais il faut aussi se placer sur le plan économique pour à la fois essayer de dégonfler un certain nombre de vieilles lunes réactionnaires qui sont opposées à l'action publique et plus spécifiquement au financement de l'État social, et puis faire un travail simultané de relégitimation et de justification. Et pour ça, je voudrais aborder 4 points. Alors, le premier point, c'est le fait, et ça m'amène, je crois, à m'inscrire dans cette espèce d'optimisme maîtrisé. D'abord, on ne peut agir sur ce point que si on connaît la situation et l'état des lieux, que si on part d'un état des lieux. Et là, conformément à ce que disait Marion Fontaine tout à l'heure, il y a tout un travail, un nouveau travail, qui a remis la question des inégalités au cœur du débat public et qui a relégitimé la question des inégalités. Et c'est assez nouveau, en fait. C'est assez nouveau dans cette période qui s'est ouverte depuis le début des années 80, cette période de montée du néolibéralisme, où pendant tout un moment, parler des inégalités apparaissait comme quelque chose qui était devenu absolument illégitime et qui vous discréditait d'emblée. Or, tout un travail a été fait par une série d'économistes, notamment autour de Thomas Piketty et puis de cette institution qui s'appelle la World Inequality Lab, et qui fait un travail absolument considérable, d'abord en créant un certain nombre de nouveaux instruments de qualification des inégalités, en les inscrivant dans des périodes longues, et en faisant des comparatifs internationaux. Et ce que montre cette série de travaux, eh bien, ça se voit dans les graphiques. Alors, j'ai décidé de vous montrer une série de graphiques, donc, qui sont la part des 10% et des 1%, on va y revenir, des plus aisés dans le revenu national et dans le patrimoine.
Donc il va y avoir 4 graphiques, et puis vous voyez des couleurs et qui reflètent donc un certain nombre de pays, la France étant en bleu. Ces travaux ont permis de montrer un certain nombre de choses absolument essentielles. La première chose, c'est effectivement le fait que sur la longue période, on assiste clairement à 2 périodes. On voit d'abord une longue période de décroissance générale des inégalités jusque, eh bien, effectivement, le tournant de 1980. Et ensuite, on voit que ça remonte. Alors, ça remonte plus ou moins selon les pays, mais dans les grands pays développés, ça remonte absolument partout. Ça, c'est pour le revenu national. Il y a le même graphique, si vous pouvez le montrer. Donc là, c'est le revenu, et là, c'est... Pardon, donc, dans le graphique d'après, où c'est sur le patrimoine, hein, parce qu'on le sait, donc il y a les inégalités dans le revenu, et puis il y a les inégalités dans le patrimoine, et on sait qu'aujourd'hui, c'est principalement là-dessus que les choses sont le plus difficiles et le plus ancrées. Et là, on observe exactement la même chose, c'est-à-dire une décroissance, si vous regardez la courbe française, hein, la courbe en bleu, une décroissance continue jusqu'au renversement du tournant des années 80. Donc quand on dit la période néolibérale, elle s'inscrit dans cette mesure des inégalités qui est la part des 10% les plus élevés. Premier élément, donc des périodes, 2 grandes périodes, une période de diminution des inégalités et une période de remontée des inégalités. Deuxième élément, c'est donc les graphiques sur les 1%, les mêmes graphiques mais avec le 1% des plus élevés. Et là, donc, non seulement on voit la même chose, mais en plus les chiffres sont encore plus sidérants, aussi bien pour le revenu que pour le patrimoine. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres, mais donc si vous prenez les 10%, en France, ils possèdent 35% du revenu national, mais ils possèdent 60% du patrimoine. Donc ça, la dureté des inégalités patrimoniales, elle se mesure dans ces 2 chiffres. Et si on prend les 1%, eh bien les 1% possèdent 12% du revenu national, 1% possède 12% et possède 27% du capital, c'est-à-dire un tiers. 1% possède un tiers. Donc hyperconcentration et retour, donc un double retour, un retour des inégalités et un retour dans une hyperconcentration. Donc ça, c'est première leçon qu'on voit apparaître. Deuxième élément, en parallèle de ce retour des inégalités dans les pays développés, on voit, et alors c'est le graphique en croix, qui est assez intéressant me semble-t-il. Donc ça, c'est des mesures d'inégalité, je passe, tant pis, faute de temps. Voilà, c'est ce graphique-là. Donc ce graphique, c'est les inégalités à l'intérieur des pays et les inégalités entre pays. Donc on a un mouvement qui vient complexifier les choses, le fait qu'en parallèle, eh bien, entre pays, on a un retour, une diminution des inégalités, mais qui ne doit pas masquer le fait que dans les économies développées, on a effectivement un retour des inégalités. Première chose. Deuxième élément que ces travaux permettent d'établir, c'est que ces grands mouvements de balancier, et notamment cette diminution des inégalités, en fait, elle a été portée par l'État social. C'est vraiment l'État social qui a accompagné ce grand mouvement de baisse qu'on a vu jusqu'au début des années 80. Et ensuite, cette remontée, eh bien, elle se voit par un palier, en fait, dans l'État social. Donc, le rôle de l'État social a été majeur, à côté d'autres dispositifs, notamment les dispositifs d'éducation, et il faudrait développer longuement sur ce point, notamment dans l'enseignement supérieur, le rôle de l'enseignement supérieur, mais aussi dans la fiscalité. Et on voit, donc, c'est le graphique suivant, on voit très clairement la montée... Non, c'est pas celui-là, pardon, c'est encore celui d'après. Voilà, c'est celui-là, donc c'est un graphique de Piketty. Et vous voyez donc la montée de l'État social en Europe, donc il fait une moyenne sur un certain nombre de pays, et on voit très clairement une montée
extrêmement brutale, alors qui correspond, effectivement, Marion Fontaine le disait, hein, aux deux grands conflits, qui sont des moments d'accélération, mais enfin c'est quand même pris dans un mouvement beaucoup plus général. Et puis on voit le plateau. Et vraiment, on voit le plateau, et c'est à partir de ce plateau-là que va se réinscrire cette remontée des inégalités. Avec en particulier le rôle notamment des services publics, dans cette lutte contre les inégalités. Il y a, vous le savez probablement, le portrait social de l'INSEE, donc qui est une publication régulière qui est sortie la semaine dernière. Et non, pardon, c'est un document plus ancien, pardon, de l'INSEE, qui montre le rôle des services publics dans la réduction des inégalités. C'est-à-dire que hors service public en France, on a un rapport d'inégalité de 1 à 18. Quand vous prenez en compte les redistributions classiques, je dirais, on passe à peu près à 1 à 7. Et quand on introduit les services publics, à ce moment-là, eh bien, le rapport inégalitaire devient de 1 à 3. Donc un rôle central aussi des services publics dans la réduction des inégalités. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que, effectivement, faire ces constats, faire tout ce travail, eh bien, ça a permis de mettre au jour ce retour des inégalités et donc de rendre possible l'action. Ça ne veut pas dire qu'on y est, mais ça veut dire qu'on a déjà un premier moyen pour y aller. Deuxième élément, effectivement, si on veut redonner une légitimité à l'action sociale et à l'État social, il faut prendre à bras-le-corps le combat contre, je l'ai dit, un certain nombre de vieilles lunes qui sont systématiquement brandies. Et alors, dans les vieilles lunes, c'est notamment, donc, de la part des déclinistes, des déclinistes français, le fait que la France est championne du monde dans la dépense publique, championne du monde dans les prélèvements obligatoires. Et on vous montre régulièrement, alors c'est le graphique d'après, la courbe sur la croissance, donc qui accompagne évidemment cette montée de l'État social, la croissance des prélèvements obligatoires. Je n'ai pas mis celle du classement des pays de l'OCDE, mais c'est l'un ou l'autre systématiquement brandi. Et effectivement, avec une montée forte des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques à travers le temps, et en particulier depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même si on voit quand même un tassement qui apparaît à partir de 1980, le tournant, on le voit apparaître ici. Alors je voudrais revenir un tout petit moment, et c'est mon deuxième point, sur cette spécificité française et sur le poids considérable des prélèvements obligatoires et de la dépense publique, des dépenses publiques de la France. Premier élément, donc, pour essayer de déconstruire les choses. Premier élément, il faut comparer ce qui est comparable dans les comparatifs internationaux. Il faut comparer ce qui est comparable. Et donc, quand vous avez un pays qui a décidé, au long de son histoire, de socialiser un certain nombre de dépenses, eh bien, effectivement, ça se voit dans la dépense publique. Quand vous avez un pays qui a décidé qu'à plus de 80%, ses dépenses de santé étaient prises en charge collectivement, quand en Allemagne, c'est 40%, ben forcément, ça se voit. Quand elle décide qu'à 98%, les retraites ne relèvent pas d'un régime privé, mais d'un régime public, évidemment, ça se voit. Donc, premier élément, il faut comparer ce qui est comparable. Et si on compare des choses incomparables, eh bien, effectivement, on ne peut pas comprendre. Deuxième élément, les prélèvements obligatoires et les dépenses. On a le sentiment que, en fait, les assistés vivent grassement à la charge de ceux qui sont les producteurs de richesse dans une espèce d'assistanat entretenu. Mais en fait, les transferts et les dépenses
eh bien, c'est du privé vers le privé. C'est nous qui payons pour nos retraites ou les retraites de nos anciens, pour notre assurance. Donc, en fait, on oublie systématiquement ça, et on oublie systématiquement de dire que la fiscalité, les prélèvements obligatoires aux 2/3, ce sont les ménages qui payent les prélèvements obligatoires, qui prennent en charge les prélèvements obligatoires. Donc, ils en bénéficient, mais ils sont contributeurs principaux. Troisième élément, dans ces dépenses, il y a un élément qui est monté avec la montée progressive du néolibéralisme, et en France en particulier, qui sont le fait que dans ces dépenses publiques, eh bien, on a vu se développer un soutien aux entreprises qui a pris de multiples formes, mais qui représente aujourd'hui presque 10% du PIB, là où l'État social ne pèse que de 5%. La dépense sociale auprès des ménages est restée constante, mais on a vu une montée liée aux politiques de l'offre et aux politiques de compétitivité, qui s'est traduit par un soutien de 190 milliards par an de soutien aux entreprises sous différentes formes. Donc, dans ces dépenses publiques, ça n'est jamais mentionné, mais pourtant, ça occupe une part non considérable, non négligeable et croissante. Enfin, dernier élément, on oublie toujours de dire que le public n'est pas seulement une charge sur les épaules du privé. Le public est créateur de richesse. Il y a une mesure dans le PIB, un élément du PIB, c'est le graphique d'après, qui est le PIB non marchand. Alors on trouve difficilement les chiffres, y compris sur le site de l'INSEE, trop difficilement les chiffres, mais c'est la courbe tout en haut, sur une période longue. Les services principalement non marchands, donc c'est des services qui sont rendus principalement par le service public, on voit que c'est croissant et on voit que ça représente quand même 22% de la création de richesse, alors qu'ils sont valorisés d'une manière qui les minore, puisque c'est une convention pour les mesurer, on mesure leurs coûts et donc on fait totalement abstraction de la dimension du profit et donc du coup on a une sous-valorisation de la part de ces services publics créateurs de richesse. Et ça n'est jamais mentionné. Donc c'est pas le public qui pèse sur les épaules du privé et qui lui seul serait créateur de richesse, le public aussi est créateur de richesse. Troisième élément sur lequel je voulais arriver, c'est la nécessité d'une réhabilitation systématique de l'efficacité du service public. Alors, c'est très difficile à faire, je ne vais pas être trop longue parce que ça a été abordé dans la table ronde précédente, mais juste peut-être 4 points. D'abord, il faut faire des comparatifs internationaux. Il y a un bon exemple, c'est l'exemple du comparatif entre la France et les États-Unis. Vous prenez les dépenses publiques et privées de la santé et vous voyez que les États-Unis dépensent plus que la France, nettement plus que la France, pour des résultats en termes de santé qui, visiblement, ne sont pas tout à fait les mêmes. Il suffit de voir notamment les chiffres de la surmortalité et de la mortalité aux États-Unis, qui est quand même un indicateur assez magistral d'efficacité ici. Mais à côté de ça, il faut aussi introduire et chiffrer, et donc je salue notamment le travail de nos services publics, mais tous les coûts des politiques d'externalisation, des politiques managériales. Si vous me permettez, j'ai beaucoup travaillé sur les questions universitaires, sur les questions des politiques universitaires. Quand vous regardez les chiffres de l'emploi, la question était posée tout à l'heure, et que vous regardez la part de l'emploi administratif à côté de ceux qui assurent a priori les missions premières qui sont la recherche et l'enseignement, vous voyez un effet de vase communicant qui a été mis en place, qui s'accompagne d'une précarisation
de l'ensemble des personnels, un vase communicant, c'est-à-dire que les politiques managériales ont imposer un certain nombre de contraintes qui se traduisent par de l'emploi et par un surcoût systématique à côté de l'inefficacité de ce type de politique managériale appliquée au public. Mais les cabinets conseils, le coût des cabinets conseils, on en a parlé, et puis aussi il faut chiffrer le coût de l'absence de l'État social, de l'absence des politiques de redistribution. Alors, juste un exemple, vous connaissez probablement le chiffrage qui a été fait sur le coût du chômage, le coût global du chômage. C'était Jean Gadret qui avait fait ça il y a quelques années, en 2016. Il a pris tout ce que ça coûte en coûts directs et indirects. Alors, évidemment, ce dont je vous parle est noyé là-dedans, mais ça nous donne un ordre de mesure. Le coût global du chômage, c'est 100 milliards par an. 100 milliards par an. Donc, si on chiffrait tous les coûts qui seraient générés par l'absence d'un État fort, social, redistributif, on verrait apparaître ce genre de choses qu'on ne voit jamais dans le débat public. Dernier élément, pour nous redonner quand même un optimisme, on est dans un moment où, et ça explique probablement une grande partie du désarroi dans lequel on est, de cette espèce de crise démocratique absolument majeure, de cette montée de l'extrême droite qui apparaît comme irrépressible, c'est ce sentiment de « mais non, mais en fait, on ne peut pas, on n'a plus les moyens, on n'est pas en capacité, notamment financière, de le faire. » Parce que, notamment, mondialisation, financiarisation, le drame du tournant de 83, dont on n'est jamais sorti d'une certaine manière, qui a été renforcé par l'épisode du quinquennat François Hollande, je crois, mais qui dépasse complètement le cadre français, qui est un cadre international d'un sentiment d'impuissance profonde, de nous n'avons plus les moyens d'agir. Et c'est là où vraiment... donc il faut refaire un débat, il faut reprendre le débat de politique macroéconomique et reposer les choses à ce niveau-là. Et on est en ce moment, alors je ne vais pas refaire tout le débat, mais juste un point. On est en ce moment à la sortie du quoi qu'il en coûte, dans un moment où on risque, et l'Europe, pas seulement la France, mais la France est fer de lance dans cette histoire, on risque de refaire la même erreur que celle qu'on a fait au lendemain de la crise de 2008 et qui a fait que l'Europe, par rapport aux États-Unis, a divergé en termes de chemin économique. C'est-à-dire un redressement des comptes publics beaucoup trop rapide. Et l'Europe est en train de refaire la même chose avec notre ministre de l'économie en première ligne, à coup de la dette. Il y avait l'Europe. Eux, c'est la dette, et la nécessité impérieuse de réduire la dépense publique, de réduire... bon. Et donc, effectivement, dans ce débat sur le budget qui n'a pas pu avoir lieu à coup de 49.3, eh bien, on s'inscrit dans une trajectoire de réduction des dépenses publiques, 3,6% en volume pour 2024, avec ce tabou de on ne peut pas augmenter la pression fiscale et donc il faut diminuer la pression fiscale, toujours dans une politique de l'offre. Et donc il faut détricoter ce genre de discours et cette espèce de chape de plomb qu'on subit. Et par exemple, sur la dette, la question a été posée tout à l'heure sur la dette. Les 3 000 milliards de dettes qui ont été brandies, à quel moment on dit, et c'est le graphique suivant, si vous pouvez le montrer, à quel moment on entend dans le débat public que la dette, elle a déjà diminué en PIB. D'accord ? Alors, on ne va pas revenir sur est-ce que c'est un indicateur acceptable ou pas, c'est celui qu'ils utilisent, et on constate que ça baisse. À quel moment on dit que la dette, c'est 3 000 milliards atteints? Si vous enlevez l'inflation, la réalité, c'est que ça a baissé en volume. À quel moment on dit, quand on parle de la charge de la dette,
Vous avez entendu ça? Qui est, dont le budget, cette dépense qu'on fait peser sur les générations futures, que cette dépense qui va devenir plus lourde que la dépense d'éducation, à quel moment on dit que si effectivement on arrive au chiffre de 70 milliards, comme le dit Bercy, ce que conteste quand même la Banque de France, j'ai presque fini, à quel moment on dit ça? On dit que, en fait, on reviendrait simplement dans la moyenne, qui est la moyenne de la charge de la dette depuis les années 80. Donc, à quel moment on dit tout ça? Et à quel moment on dit que pendant que l'Europe est en train de reprendre le chemin de la réduction des déficits, de la réduction de la dette, eh bien, au même moment, aux États-Unis, vous avez un Joe Biden qui, lui, a un déficit qui n'a rien à voir avec celui des pays européens, même de la France ou même de ceux qui sont les plus dispendieux, et que non seulement il ne le réduit pas, mais il l'augmente. Et donc à partir de ce moment-là, quand on comprend ça, alors ça ne veut pas dire qu'indéfiniment on peut laisser faire les choses, mais en tous les cas que ça n'est sûrement pas le moment aujourd'hui d'aller dans de la réduction de dépenses, alors qu'on a des enjeux qui sont des enjeux absolument majeurs sur lesquels, et ça sera mon dernier point et ma conclusion, là, il faut qu'il y ait effectivement un travail de fond qui soit fait de manière à ce que l'ensemble et de l'État social et des services publics prennent en charge ces défis qui imposent une action financière, mais qui imposent aussi une redéfinition de notre action via l'État social et via les services publics, et qui sont, on l'a dit longuement, la question des nouvelles technologies, et puis, et peut-être surtout, la question écologique. On a parlé tout à l'heure de ma prime rénov', mais voilà, je m'arrêterai là-dessus pour ne pas être plus longue, mais donc ça n'est sûrement pas le moment de baisser les bras, ça n'est sûrement pas le moment de se laisser impressionner. Tout ce qui a été fait peut être refait. Les dispositifs d'action redistributifs sont des dispositifs qui reposent sur des représentations, mais qui reposent aussi sur des choix politiques. Et ce qui a été défait après avoir été fait peut à nouveau être refait. Et voilà, je m'arrêterai là-dessus. Merci.